Cette semaine à la ligne bleue, on parle de parcours de course sur le campus avec Laurence. Raphaël fait le tour de l'actualité des Carabins et une entrevue avec Gabriel Champigny de l'équipe de Cross Country. Bonjour les amis! Allô! Bienvenue à la ligne bleue, déjà le 5e épisode de cette série légendaire de balado officiel des Carabins de l'Université de Montréal. À mes côtés, Raphaël et Laurence du département des communications et du marketing des Carabins. Bonjour! Bonjour! Hello! Alors, vous avez tous les deux des chroniques passionnantes pour nous ce matin. De quoi on va parler? On va commencer par toi, Raphaël, disons. Là. Ouais, ben écoute, c'était un gros week-end de sport, encore une fois, mais cette fin de semaine, pour la première fois depuis le début de la séance, je dirais, on a vraiment utilisé à fond les autobus, les poches. C'était sur la route que ça se passait, donc le Sepsum était un petit peu plus tranquille. Oui. Donc, nos équipes de soccer, de football, de cross-country, de rugby féminin étaient tous sur la route. Puis on peut dire que, bon, en général, ça s'est quand même bien passé. On fait un petit tour d'horizon de tout ça dans quelques secondes, quelques minutes. Wow. Raphaël, Laurence. Moi, pendant qu'il fait encore beau et frais, je tiens à le préciser, la canicule quitter le Québec, pour pas dire autre chose. Je vous parle de courir. Oui. Courir dehors, profiter encore de ce beau temps-là, courir sur le campus. Ça tombe bien, le Sepsum est situé juste à la base d'une montagne qui s'appelle le Mont-Royal. Je connais pas. Donc, je vous parle de quelques parcours qui peuvent être faits sur le campus et qui peuvent être suivis par des douches au Sepsum, là, notamment, si jamais vous l'avez. Donc, pour les amateurs de course à pied là, qui veulent vraiment pimenter leur routine. Là. Les experts, les amateurs, mais aussi les néophytes, ceux qui veulent commencer puis qui n'ont pas le goût de courir sur un tapis roulant ou qui veulent tranquillement, pas vite, faire quelques pas à l'extérieur, mais sans s'éloigner trop de leur douche. Est-ce que, mettons, tu as un parcours pour un trentenaire bedonnant qui peine à monter les escaliers du Sepsum? Je vise personne, c'est pour un ami, là. Ouais, c'est ça. Mais en fait, je vais peut-être te proposer quelque chose qui se situe entre Côte-Sainte-Catherine et Édouard-Montpetit, vraiment pas loin. On l'appelle le débutant. On parle d'1,5 km. Oh. Tu peux faire des marches entre-temps. Est-ce que le piri-piri sur le chemin? C'est un air obligatoire pour moi. Les coureurs, c'est pour toi! Non, pour mon ami. C'est dévoilé. Non, mais c'est pour le conseil pour mon ami, je courais avec lui. Mais effectivement, les coureurs s'hydratent. Moi, je prends une petite poutine au poulet pour du bière. Je ne sais pas s'il y a des études scientifiques qui ont été faites là-dessus, mais je suis pas certaine que ça améliore les capacités de course, là, manger du piri-piri en route. Mais parfait. À analyser, hein? On va suivre ça avec beaucoup d'intérêt. On s'en reparle. Raphaël, déjà le moment de ta chronique. Le temps passe vite, le temps file. Je te passe la rondelle pour que tu nous racontes ce qui s'est passé dans l'actualité des Carabins au cours de la dernière semaine. Il y a un cliché dans le sport. Quand on écoute du sport, on parle de sport, on dit que les matchs sur la route sont souvent plus difficiles. Je pense qu'en général, si on faisait une moyenne, là, tout sport confondu, je pense que c'est le cas. Surtout au soccer, où on dit que c'est pratiquement impossible d'aller chercher des points sur des terrains. Exactement, c'est là que je voulais en venir. Non, mais c'est correct. Et pourquoi on dit ça? Honnêtement, des fois, je me le demande. Mais tu sais, t'es pas dans ton vestiaire, tu voyages, des fois, il y a du décalage horaire. Là. Bon, pas pour nous, là, pas avec les Carabins, là, parce qu'on joue au Québec, mais tu sais, professionnel, des fois, il y a du décalage horaire. Dans le cas de l'Impact, ils parlent souvent, mettons, d'aller jouer dans l'Ouest, tu prends 3 vols différents et tout, c'est exactement. Intense, donc, c'est intense, t'arrives, t'es pas chez vous, la foule est contre toi, c'est un territoire hostile. Bon, ici, il n'y a pas de décalage horaire, mais reste qu'on doit prendre l'autobus. C'est pas des avions, tout est inclus avec des gros sièges. On prend les étudiants athlètes prennent l'autobus, voyagent, des fois quand même des bonnes distances. C'est ce qu'avaient à faire nos équipes de soccer en fin de semaine, les gars, les filles. Donc, on jouait 2 matchs chez les gars, 2 matchs chez les filles. 4 matchs au total, 4 victoires. Wow. Je veux dire. Bon, regarde, je veux dire. À quel point on est cool, là, on va se le dire. Écoute, quand même assez cool. En canicule, je tiens à le dire. Canicule. Imaginez avec la baisse de température. Absolument. C'est évidemment une routine à laquelle les équipes de soccer sont habituées de jouer le vendredi soir et le dimanche après-midi. Mais ça reste qu'effectivement 2 matchs sur la route à 2 endroits différents. Ça peut être quand même un défi en soi. Exactement. Là. Ça commençait vendredi soir à Concordia. Exactement. Donc, on n'avait pas à faire un trop long voyage. Là, on allait dans le lointain Concordia. Campus Loyola, il faut le dire. C'est pas
la station Guy, c'est plus loin. Ouais. Donc, du côté des filles, une victoire de 1-0. Du côté des gars, une victoire de 2-1. Mais ce qui retient notre attention là-dedans, c'est les filles. Il faut en parler. On approche, c'était mon calendrier chez nous, le 1er octobre 2017. C'est entouré, je me croise les doigts. Parce que c'est la date, c'est la dernière fois, dans le fond, le 1er octobre 2017, que les filles ont accordé un but en temps réglementaire. On avait accordé un but en finale provinciale l'an passé en prolongation. Mais si on se dit en temps réglementaire, c'est quand même c'est quelque chose. Là, on a joué beaucoup de matchs. On a joué un championnat canadien contre les meilleures équipes au Canada. On n'a pas accordé de but. Début de saison encore, on n'a rien accordé. Phénoménal. Exactement. Donc, on veut se rendre. Et la séquence est encore en vie parce que dimanche, à Sherbrooke aussi, c'était une victoire par jeu blanc, n'est-ce pas? Exactement. Les filles ont gagné même 4-0 dimanche à Sherbrooke. Les gars, c'était 3-1. Donc, une belle fin de semaine de soccer. Puis les gars, vendredi soir, c'était contre Concordia. Contre Concordia, 2-1, oui, une victoire. Puis, tu sais, il y a quand même eu des... oui, c'est toujours un travail d'équipe, puis c'est le cas, là, mais il y a quand même eu des petites performances que je tenais à souligner. Emmanuelle Alcindor, qui, encore une fois, a été nommée joueuse par excellence de la rencontre les 2 fois. Depuis le début de la saison, les filles ont joué 5 matchs. Elle a été nommée joueuse par excellence à 4 reprises. Elle qui a été nommée joueuse par excellence du circuit l'an dernier. Exactement. Donc, même si elle marque assez souvent, là, mais même si des fois, elle marque pas, parce que dans le fond, au soccer féminin, du moins, je suis pas certain si c'est comme ça chez les gars. Je pense que oui, mais chez les filles, je suis certain. C'est l'entraîneur adverse qui choisit le joueur par excellence du match. C'est le cas dans les deux. C'est le cas dans les deux. Donc, tu sais, même si elle marque pas à l'occasion, les entraîneurs adverses remarquent son travail sur le terrain. Puis, comme je disais, 4 fois cette année en 5 matchs chez elle, qui a été nommée joueuse par excellence du match. Et chez les gars, en fin de semaine, en 2 matchs, on a marqué 5 buts. Frédéric Lajoie à Gravel, un vétéran de 5e année, en a marqué 4 sur les 5. Notamment, c'est lui qui a marqué les 3 dimanches à Sherbrooke. Il en a marqué un autre vendredi. Mais c'est un marqueur reconnu de l'équipe. Là. C'est quand même un joueur étoile. Exactement. Il y a quelques joueurs étoiles, parce que c'est pas l'affaire d'un joueur, mais il fait partie du groupe vraiment solide de joueurs élites de cette équipe-là. Puis il faut en profiter, parce que c'est sa dernière saison. Oui. Donc, écoute, lancé de l'Académie de l'Impact, exactement. Frédéric Gravel. Je trouve ça vraiment intéressant de voir nos équipes de soccer à l'œuvre. Notamment, les résultats sont là, c'est extraordinaire, mais on en a parlé en début de saison à quel point ça allait peut-être être difficile de se relever de l'an dernier, qui était une année exceptionnelle, historique pour nous. Presque un doublé canadien, mais un titre canadien et une finale canadienne. Et les 2 équipes, jusqu'à maintenant, n'ont jamais arrêté. Là. Non. Puis ce que j'aime, c'est que je parle aux entraîneurs sur une base hebdomadaire. Toutes les semaines, on leur parle. Puis ce que je trouve plaisant, c'est que, tu sais, on n'est pas satisfait, mais on est satisfait en même temps. Puis je m'explique un petit peu. Là. Souvent, on dit dans le sport, on veut jamais être satisfait, puis on veut pas dire que tout va bien. Mais on est quand même capable de dire que, écoute, là, du côté des gars comme des filles, on n'a pas encore perdu, on marque beaucoup de buts, on en accorde très peu. Fait qu'on est capable de dire qu'on fait un très bon travail. Puis des fois, ça fait du bien de se le faire dire aussi par son entraîneur. Mais faut pas s'asseoir sur ses lauriers. Exactement. Mais on a toujours des points précis à travailler. On n'est pas non plus vague dans le « écoute, il va falloir travailler fort cette semaine ». À chaque semaine, les coachs me parlent de points précis sur lesquels peut-être qu'ils ont moins aimé durant le match ou dans la semaine de pratique. Donc, quand tu arrives, même si c'est comme en fin de semaine, 2 belles victoires, tu arrives le lundi à l'entraînement, il y a des points précis sur lesquels tu dois travailler. On les connaît, puis à chaque semaine, la fin de semaine d'après, quand on retourne sur le terrain, on réalise tout de suite que cet aspect-là de jeu, là, mais c'est ça le sport d'excellence aussi, c'est vraiment dans les petits détails, quand on va affiner certains points, qu'on gagne. En fait, c'est qu'on voit la différence. C'est ça qui nous débarque. Et chez les filles, là, on parle beaucoup d'Emmanuel qui effectivement fait un travail exceptionnel, mais l'unité défensive et la gardienne de but, Claudia Trempe, je sais pas si ça se rappelle qu'est-ce que ça fait le feeling d'accorder un but. Oui, c'est ça l'année passée aussi? Oui, là? Oui. OK. Là, on touche du bois, on n'essaie pas. La séquence est encore en vie. Juste vous dire que la dernière fois, le fameux 1er octobre 2017, c'était dans une victoire de 6-1. Donc, tu sais, le but, est plate, mais il fait pas si mal que ça non plus. Absolument. Donc, il y avait du soccer. Effectivement, il y avait aussi du cross-country. Oui, il y avait du cross-country. Puis encore de l'autre côté de la montagne. De l'autre côté de la montagne. Et là, on a parlé en début d'émission que la canicule était terminée. Mais samedi, je sais pas si vous vous rappelez, elle n'était pas terminée. Non, c'était un enfer. Exactement. Il faisait chaud. J'ai sorti la clé. Nous, on va en reparler. On était au football à Sherbrooke. Renaud, tu étais sur les lignes de côté pour filmer. Tu avais un beau petit teint rouge là, de gars qui s'est dit en septembre, on met plus de crème solaire. Puis finalement, il aurait peut-être fallu. Et avec ma peau de pêche, j'aurais dû savoir depuis 33 ans, je brûle. Et en plus, moi, ce qui est particulier quand je fais des coups de soleil, c'est que comme j'ai le viseur de la caméra, comme quand on prend une photo, je bronze ou je brûle. Juste au-dessus de l'arcade sourcilière. Exactement. Donc, comme les coachs de hockey, tu le vois là, quand ils arrivent en Floride et ont leur lunette de soleil une fois qu'ils sont sur le banc. Moi, c'est ma caméra. J'ai brûlé,
mais pas autant que notre batteur Louis-Philippe Simoneau. Non, il avait la pomme écarlate. Et Sean Côté, le secondaire, recru, qui lui, un peu rouquin. Exact. C'était une catastrophe. Je sais pas si à ce jour, les gars sont sur la l'Ouest encore, mais c'était vraiment rouge. C'est quelque chose. Mais tu sais, pour dire qu'eux, les athlètes de cross-country avaient à courir sur cette chaleur-là. C'était sur le Mont-Royal. Ici, c'était l'invitation McGill, donc on n'était pas à la maison, on était un petit peu... On était à Montréal. Bord de la montagne. Exactement, on n'était pas très loin. Du côté des filles, c'était un parcours de 4 km. Chez les gars, c'est 6 km. Ouais. Moi, le premier, je vais l'avouer, j'aurais pas été capable, mais on dirait que dans notre subconscient, quand je pense à ça, je me dis, tu sais, c'est vraiment des bons athlètes. Là. 4 km, 6 km, j'étais comme... Puis je connais vraiment rien au cross-country et je veux... je connais pas vraiment rien, je veux dire, mais côté pratique, là, j'en ai jamais fait. C'est incroyable l'effort qu'ils ont à déployer parce que c'est en pente, là, ça monte, ça descend, c'est très, très difficile. Et même du côté des gars, l'entraîneur Éric Janvier me disait qu'il y avait quelques gars, malheureusement, qui n'avaient pas été capables de terminer le coup de chaleur ou des blessures de la fatigue parce qu'il faisait extrêmement chaud. Et ça, c'est un 6 km qui ressemble à un marathon. Là, et ça, on pourra en parler. J'en reparle plus tard avec Gabriel Champignon en entrevue. Je vais lui parler du parcours justement à McGill et je vais lui parler, nous le décrire un peu parce que c'est un parcours qui serait faisable. T'sais, on parlait de tes parcours de course tantôt. Je vais parler, celui de McGill, le départ se donne tout près de la statue, là, de l'autre côté du parc Jeanne-Mance, sur l'avenue du Parc. J'ai un parcours qui passe par là, à côté des tam-tams. C'est la statue du Sire Georges-Étienne Cartier. On le salue. Le fameux. Voilà une occasion, donc, de vous glisser dans la peau d'un coureur universitaire. J'ai l'impression qu'on ferait pas exactement les mêmes temps. Probablement pas, parce que les filles, là, je ne sais pas les résultats, là, mais ça tourne autour du 19 minutes. Là, c'est ultra rapide. Là. Puis, je sais pas, je l'ai mentionné, donc je vais le re-mentionner, mais les filles, on a terminé deuxième au classement général universitaire. Du côté des gars, quatrième. Donc, des résultats satisfaisants que Éric, l'entraîneur, me disait. Surtout qu'il y a des blessés autant du côté des femmes que des hommes qui vont revenir. Puis, il y a aussi des athlètes qui ont décidé de prendre un petit congé, parce que la saison, beaucoup d'athlètes en athlétisme font aussi la saison de cross-country. Puis, c'est notamment le cas là, de Kevin Robertson. J'ai écrit un texte que vous pouvez lire, notamment sur le site des Carabins, un genre de petit portrait sur lui, qui est un de nos bons athlètes d'athlétisme et de cross-country. Puis lui, il disait, ma saison d'athlétisme s'est terminée mi-juillet. Je me suis entraîné comme un fou jusqu'à là. Puis là, il faut que je fasse une transition parce que lui, il court du 1500 mètres. Puis là, aller courir dans le bois des 6 km, c'est aucunement... Ça reste de la course, mais c'est pas le même entraînement du tout. Puis là, je trouvais que c'était trop court. Donc, a décidé de prendre congé pour la première étape. Mais la deuxième est tout de suite la fin de semaine prochaine. À Laval, un parcours très difficile à Québec. Exactement. Sur le panorama. Puis j'ai vu l'année passée, je suis allé filmer. Puis j'avais de la misère à filmer. Donc. Oui. Puis pour pouvoir participer au championnat provincial, les athlètes doivent prendre part à 2 épreuves. Donc, il n'y a pas de problème à prendre une petite pause justement quand tu sens que tu n'es pas prêt, ta préparation n'est pas là, puis qu'il fait aussi une température comme là. Regarde, je pense que c'était sage de sa part et pour les blessés aussi d'attendre un petit peu. Les gagnants ce week-end à McGill, chez les dames, en 13 minutes 44. Donc, une moyenne de 3 minutes 26 par kilomètre. Et chez les hommes, une moyenne de 3 minutes 6 par kilomètre pour un temps de 18 minutes 44. 18-34 chez le gagnant. Donc, c'est quand même c'est fou, là. Oui, c'est le temps que je suis même pas capable de faire ce temps-là sur une piste d'athlétisme, une droite qui tourne en rond. Là. Puis eux, c'est dans le bois. Là. C'est du gazon qui peut être... Bon, là, il était pas mouillé, mais des fois, il pleut souvent. Non, mais puis il n'y a pas... Tu sais, c'est du gazon, mais c'est avec des dénivelés, puis il n'y a pas comme des racines. Dans le sens que... Ça dépend des parcours. C'est style montagne, ou en tout cas, il va peut-être nous dire ça tantôt, là. De nulle part, puis c'est différents types de surface. Moi, ce que j'ai vécu, là, ce que j'ai vu plus précisément, c'est vraiment là, le parcours à Québec, sur les plaines d'Abraham. Puis il y a différents types de surfaces. C'est accidenté. À Québec, c'est spectaculaire. Il y a amené ce qu'on appelle, je sais pas, un jeté, là, comme une pente vraiment abrupte où vraiment les coureurs doivent sauter en amorce pour atterrir dedans. C'est là que tu peux gagner des précieuses secondes sur tes adversaires. Okay. Et c'est une science en soi, là, parce que, tu sais, on le sait que courir en pente descendante, des fois, on peut perdre le contrôle de son corps et tout. Donc, c'est un terrain comme ça. Puis, ils ont des petits crampons là, sur leurs souliers. Et ils serrent à bon escient. Donc, oui, une saison très étreignante parce qu'en plus, c'est un court calendrier. Court, très, très court. Mais donc, une grosse étape la semaine prochaine également à l'Université Laval pour nos athlètes de cross-country. Il y avait autre chose. Ce week-end, il y avait du rugby féminin. Il y avait du rugby féminin. Du côté du rugby, on s'en allait à Ottawa affronter les GGs qui sont une puissance. Laurence, tu peux nous en parler. Je pense que depuis... Parce que Laurence, ancienne joueuse rugby carabin. Non, mais honnêtement, je veux dire, je pense que depuis plusieurs années, les GGs, c'est une puissance. Puis on s'est incliné 47-9.
je veux dire, quoi ressortir d'un match qu'on s'incline 47-9, justement, moi, j'étais pas sur place. Donc, tu regardes les statistiques, c'est sûr qu'à regarder la feuille de match, bon, tu te dis, oui, ils ont dominé l'autre bord. Hein, il y a beaucoup d'essais versus nous, on en a moins, mais justement, j'ai tenu à parler à l'entraîneur. Puis, bon, lui, il me disait, oui, c'est une puissance, mais il trouvait, puis bon, faut le dire, que les joueurs avaient peut-être pas... suivi le plan de match, je dirais. Là. À la perfection, n'était pas très satisfait. Pas nécessairement de l'effort, c'est pas ça que je veux dire, parce que l'effort était là, mais de la manière dont l'effort a été livré, je dirais. Donc, il y a du travail à faire. Puis, je te laisse. Non, mais en fait, ce que j'allais dire, c'est que, puis peut-être que les puristes diront que j'ai pas rapport, mais des fois... Ce que moi j'ai vu, c'est qu'il y a quand même une différence entre le style de jeu de nos amis d'Ontario et que nous, les Québécois. Fait que peut-être que cette... puis là, je les excuse pas, là, mais peut-être que les filles, quand ils ont fait face à ce jeu-là, bon, peut-être le niveau est autre, là, ils sont peut-être pas au même niveau, certes, mais aussi ont peut-être eu du mal à appliquer un certain type de jeu pour un certain type de plan pour ce type de jeu-là des belles de l'Université d'Ottawa. Là. On parle d'un jeu très rapide, pas statique du tout. On parle d'une équipe jeune de notre côté aussi qui, exactement. Qui s'adapte à ce type de jeu-là, finalement. Quand on regarde un match de rugby, c'est pour les gens qui connaissent moins ça, c'est difficile de voir les subtilités de jeu puis les différentes phases d'action, etc. Mais c'est pas pareil partout. Là. Fait que il y a peut-être de ça. Exactement. Puis la bonne nouvelle dans tout ça, c'est qu'en fin de semaine, les gars, eux, n'ont pas encore débuté leur saison. Ça débute en fin de semaine. Et les filles, eux, comptent poursuivre leur saison et ça se passe contre Bishops. Et Bishops, bon, on veut... non, mais il n'y a jamais un match de gagner d'avance, mais ils sont derniers au classement. Chez les filles, toujours pas de victoire. On inscrit 32 points, on a encore des 267. Donc, on veut juste utiliser justement ce match-là contre un adversaire qui, à première vue, est clairement pas du même calibre qu'Ottawa, contre qui on vient d'affronter, pour aller se rebâtir une confiance parce que le calendrier, oui, est court et condensé comme le cross-country et comme plusieurs sports universitaires, mais la saison est encore jeune. Donc, c'est une belle occasion pour aller rebâtir la confiance puis après ça, avoir une fiche de 2 victoires, 2 défaites, jouer pour 500. Et Raphaël, on en a parlé tout à l'heure dans le cadre de notre chronique Mettez de la crème solaire, le match de football à Sherbrooke samedi après-midi. C'était chaud, c'était beau, c'était une belle journée. On sait qu'habituellement à Sherbrooke, le match a lieu plus tard dans l'automne et des fois la température est un petit peu plus rude. Cette fois-ci, on était gâtés. Vraiment. Surtout moi, là, sur la galerie de presse à l'air clim. C'était chaud et c'était peut-être un petit peu moins chaud sur le terrain en première demi où les Carabins ont été absolument extraordinaires en route vers une victoire facile de 43-11. Exactement. Donc, je pourrais vous donner une liste longue comme ça. J'avais beaucoup de statistiques comme quoi on était incroyable. La première, à la mi-temps, le pointage était de 40-1. C'est la 3e fois de l'histoire qu'on marque 40 points en une mi-temps. Notre carrière, Dimitri Morin, était 5-5 dans ses passes à un certain moment. On a marqué des points, et là, il me semble, sur 5 de nos 6 premières séquences offensives. On était vraiment dominants. Là, puis, à tous les jeux, ça avait l'air un petit peu... on avait toujours une longueur d'avance. Si on lançait une passe, le receveur avait toujours un bras de distance avec le demi-défensif qui le couvrait. Les trous qui, habituellement, pour les porteurs de ballon sur la ligne offensive, qui sont quand même serrés, là, mais là, avait l'air plus grand. On était vraiment dominant, tout allait bien. Puis c'est vraiment une bonne chose parce que notre offensive, on en parle à chaque semaine. Si vous nous écoutez, on parle souvent de la défensive qui est dominante. L'offensive, ça allait bien, mais on n'avait pas encore vu le déclic. Là, inscrire 40 points à une demi, là, comme je dis, on l'a fait 3 fois dans l'histoire, mais là, on vient de le faire. Fait que ça prouve que notre offensive, c'est vrai qu'en début de saison, c'est difficile. Ça prend c'est du synchronisme, surtout quand on a un nouveau corps arrière, ce qui était le cas, ce qui est encore le cas. Et on peut voir, on parle de Dimitri, là, on peut voir vraiment un Dimitri aux commandes de cette attaque-là. Moi, j'ai réécouté le match 2 fois plutôt qu'une parce que moi, je filme et donc je dois réécouter regarder les images. Exact. Et nous, on est sur les lignes de côté, on a une prise de vue un petit peu plus au niveau du sol que vous avez pu le voir à TVA Sport samedi. Et moi, j'ai revu un Dimitri en assurance qui donne des indications à ses joueurs qui, comme un leader doit le faire, félicite ses joueurs de ligne après chaque jeu, après chaque séquence. On le voyait bien en contrôle. Et si ce match-là a pu être un beau insuffler de la confiance aux Carabins, mais c'est très bien, tant mieux. Ben de l'autre côté, moi j'aimais beaucoup l'image qu'a utilisée l'analyste Jim Mullen qui disait que les roues d'entraînement ont été enlevées du vélo de l'attaque des Carabins. C'est un peu ça, finalement. C'est le match où ils ont pris leur envol et ça promet pour le reste du calendrier. Oui, exactement. Yes. Puis cette victoire-là, 3 choses peut-être à retenir. Bon, c'était 40-1, comme je le disais à la mi-temps. Ça a fini 43-11. Donc, pour certains qui regardent juste le pointage final, peuvent se dire, bon, ça a moins bien été en deuxième demi. Mais c'est pas nécessairement le cas. On a couru beaucoup avec le ballon. La défensive adverse sait qu'on va courir avec le ballon.
Puis aussi, j'ai parlé... Ils s'ajustent. Puis aussi, tous les entraîneurs le disaient, là, on a donné... ce qu'ils ont apprécié vraiment de ce match-là, c'est de pouvoir donner du temps de jeu à presque Exactement. tout le monde. Là. Et ça, je pense que c'est un point important à toucher parce que j'ai vu quelques commentaires aussi un peu négatifs en deuxième demi de la part de certains internautes. Puis je me disais, oui, mais il faut faire attention. Là. Au football, généralement, quand on a une avance très, très prononcée comme ça après une demi, avec une question aussi d'esprit de sportif, là, et comme tu dis, écouler le cadran, il faut donner de l'expérience à des joueurs qui en ont moins. On peut pas juste faire, si on a fait 40 points en une demi, on fait x2 puis ça va faire 80 points. Là, c'est rarement le cas. Ça fait plus de 20 ans que je suis le football, puis c'est rarement le cas. Il y a des équipes, des fois, qui vont réussir à faire des points malgré tout, mais dans ce cas-ci, on avait une équipe de l'autre côté qui voulait jouer jusqu'au dernier sifflet et qui a joué jusqu'au dernier sifflet. Puis même que dans les derniers instants du match, il n'y avait pas un jeu qui se finissait pas par un peu de bousculade, de brasse camarade. Comme exact. Je veux dire, non, mais l'intensité était là jusqu'à la fin, même donc, si en c'était défense terminé, de l'autre là. côté, il n'y avait rien de gratuit jusqu'à la fin du match. Et de notre côté également. Donc, ça a joué vraiment jusqu'au dernier sifflet. Et c'est ça. Il faut juste tempérer nos attentes par rapport à ça. Le résultat qui compte le plus en ligne de compte, c'est la victoire. Mais comme tu dis, il faut tempérer nos attentes. Oui, exactement. Puis 2 faits à remarquer rapidement suite à la victoire. Louis-Mathieu Normandin a capté sa 12e passe de toucher dans l'histoire. Ça fait de lui le nouveau détenteur du record. Donc, c'était Michael Davidson, un receveur qui mérite de jouer longtemps ici avec les Carabins. Il y avait 11 passes de toucher. LM en avait aussi 11. Maintenant, avec son 12e, prend la tête du livre des records, du moins pour le nombre d'attrapés, de catch pour des touchés. Et Régis Sibazou, quand même 8 réceptions, 163 verges, un touché. Ça lui a valu le titre de joueur par excellence de la semaine en offensive au Québec. Donc, une autre performance à souligner. Parce que ça, c'en est un autre que quand on revoit les jeux, on voit à quel point les pauvres joueurs défensifs du Varéor, avaient toute la difficulté du monde à le contenir. Et même tenter de l'arrêter une fois qu'il y avait le ballon. On fait tout à fait. Puis on fait souvent l'analogie du train avec Régis. C'est ça. J'ai vu une séquence où il attrape le ballon, puis il y a comme le joueur défensif qui arrive pour le plaquer, comme revole, comme si c'était la locomotive morte, des Carabins. L'automne, voilà, ça tombe comme ça. On l'entend souvent. Je m'occupe du Twitter de l'équipe des Carabins pendant le match, puis j'ai tweeté justement à un certain moment. On se demande des fois si Régis est un humain ou un train, mais bon, l'important c'est qu'il attrape les ballons, puis ce tweet-là a été assez populaire. Là. Je veux dire, les gens sont d'accord avec ça. Là. C'est incroyable. Il est physiquement très imposant. Bon, donc une belle victoire, et ça se poursuit dans le cas de notre équipe de football ce samedi. Cette fois sur le terrain. C'est à Concordia que ça se déroule. Oui. Donc, on affronte les Seigneurs. C'est la moitié de la saison. C'est notre 4e match. Donc, on va avoir affronté toutes les équipes. Après ça, on va repartir la boucle parce que maintenant, au Québec, on a 5 équipes. Donc, on affronte les 4 autres 2 fois. Puis, c'est ça. Ça va être la moitié. Ça va être le temps déjà au bilan demi-saison. Je pense si vous nous écoutez à chaque semaine, c'est assez positif. Il reste du travail à faire. Mais on est confiants. Les Stingers qui sont galvanisés par 2 belles victoires consécutives dans les derniers instants, des belles remontées. Des jeux spectaculaires, même des jeux un peu étranges qui sont arrivés, mais ça donne du momentum, de l'énergie. Donc, ça va être un bon match samedi à 13h sur le campus, justement, le terrain de Concordia. Et là, nous avons la ceinture de revirement. Et là, les Stingers ont maintenant un collier, une chaîne de revirement. Donc là, tout le monde va avoir des objets pour... Des cadeaux pour tout le monde. Des cadeaux pour tout le monde, merci beaucoup, Raphaël. Rapidement, donc, juste pour dire qu'en fait, semaine également, il y a début des calendriers hors concours de volleyball et de hockey. Hockey, c'est ça. Rapidement, faut que je lise un petit peu parce qu'il y a beaucoup de choses, là, mais vendredi soir, du hockey ici, match pré-saison, les volleyball masculins qui débutent toute la fin de semaine. Vendredi, samedi, dimanche, on affronte Queens. Le rugby masculin qui débute sa saison, on en a parlé. Féminin, ça se poursuit. Encore programme double de soccer contre l'UQAM. L'UQAM est toujours bien classé. Donc ça risque d'être une équipe qui est capable de nous donner une belle opposition. Là. Donc vendredi soir au Sepsum, il y a du volleyball, du soccer et du hockey en même temps. Il n'y a pas vraiment d'excuses pour ne pas y être. Non. Exactement. Puis samedi, ça se poursuit à Concordia au football et du cross-country. Les dames de rugby vont être ici samedi également contre Bishop. Oui, exactement. On l'a dit tantôt. Génial. Donc, un gros week-end au Sepsum, un gros week-end à l'extérieur du Sepsum. Donc, un gros week-end pour nous, Raphaël. Exactement. Un autre beau week-end. C'est reparti. Merci beaucoup, Raphaël. Ça fait plaisir.
De retour à la ligne bleue, 5e épisode de ce balado officiel des Carabins de l'Université de Montréal, en compagnie de Laurence et Raphaël. Laurence, c'est à ton tour. Ta chronique aujourd'hui, on parle de parcours de course autour du campus de l'UDM. Exactement. En fait, c'est parce que le Sepsum s'est dit, là, il fait beau, c'est le temps d'en profiter, on a un emplacement incroyable au bas de la montagne, donc pourquoi pas proposer aux membres et aux non-membres, ceci dit, du Sepsum, des parcours de course pas trop loin, avec comme point de départ et point de retour, en partie, le Sepsum. Une excellente idée. Ça, je dois le souligner, là, quand j'ai vu votre publication sur Facebook. Oui. D'ailleurs, là, je vais vous parler rapidement de quelques parcours, justement, dont on parle dans cette publication-là. Pour ceux et celles qui aimeraient voir visuellement de quoi ça a l'air sur la carte, parce que peut-être que je l'expliquerai pas super bien, je vous invite à aller voir notre Facebook. C'est la dernière publication du Sepsum ou l'avant-dernière publication du Sepsum. Il y a un article complet sur ces parcours-là. Et dans l'article de cet épisode du podcast, du balado, on va l'ajouter le lien également. Super, oui, absolument. Donc, c'est ça. On a demandé à Steve Morin, qui est le conseiller en philanthropie des Carabins de l'Université de Montréal, parce que oui, on démarche certaines opportunités en philanthropie pour les Carabins, pour tous les étudiants athlètes, tous les sports. Oui. Et Steve Morin, qui en est donc le conseiller... Qui est l'homme parfait du 5e étage. Steve Morin, il faut le dire. Là. Un incontournable du 5e étage. En forme, bel homme. Super sympathique, brillant. Il nous fait tous mal paraître, finalement. Il nous fait tous mal paraître parce que en plus de tout ça, il court. Mais il court sur la montagne, il court des marathons, là, je sais pas. Honnêtement, sûrement qu'il a couru un Ironman ou deux. Probablement. Le style. À voir, c'est ça. Non. Il mange bien et tout, là. C'est ça. Il nous fait tous mal paraître, donc. Et là, Steve, tu l'as... On lui a demandé, en fait, ses parcours favoris sur le campus. Okay. Les parcours dont je vais vous parler, en fait, sont super parce que ça permet non seulement de s'activer sur le campus, de maximiser son temps. Parce que des fois, et pour les employés du Sepsum, des Carabins, et pour les étudiants athlètes et pour les étudiants du campus au complet. Des fois, on a des cours le matin, on a des cours l'après-midi, on a un trou de 2 heures. Qu'est-ce qu'on fait, là? Oh là là. Fait que ça, c'est des parcours qui peuvent très bien s'insérer dans un horaire de semaine. Donc c'est vraiment important de le souligner, c'est pour tout le monde. Vraiment, absolument. Là, tout le monde qui écoute ce podcast. Évidemment, il y a des niveaux. Donc, premier niveau, on a le parcours. Tantôt, je te disais le débutant. Je te disais 1,5 km. En fait, j'ai menti. On parle du parcours débutant avec 3,5 km. OK. N'ayez pas peur. C'est comme en mode avec les grandeurs de vêtements. Là. Fiez-vous pas aux chiffres. On parle d'un parcours, le premier, qui est assez simple, relativement concis. On part du Sepsum et on garde notre course entre Côte-Sainte-Catherine et Édouard-Montpetit. Donc, on fait une espèce de petit... Pas trop dénivelé, là, finalement. Pas de dénivelé. On court dans les petites rues d'Outremont, là, entre ces deux rues-là, puis on revient. Ça permet de rester près du point de départ, de se familiariser avec l'espace, mais c'est aussi agréable parce qu'il y a des grandes armatures dans cette belle section entre Édouard-Montpetit et Côte-Sainte-Catherine. Et donc, c'est beau à voir, c'est beau à courir. C'est des rues à découvrir. On les découvre malheureusement si on a une voiture seulement quand on change du stationnement puis on se fâche parce que c'est juste des vignettes. Oui, c'est ça. Mais je pense que ça vaut la peine, pas en voiture, de les découvrir. Non, c'est ça, exactement. Puis c'est un parcours qui permet à ceux qui débutent de facilement, bon, je le répète, se trouver pas trop loin de Sepsum si jamais ça fonctionne pas, mais aussi d'opter pour un style intervalle. Donc, courir un brin, 1 minute, 2 minutes, 3 minutes, arrêter, marcher 1 minute. Après ça, courir, arrêter. Puis on reste vraiment pas loin, puis ça permet pour ceux qui veulent essayer, de rester sur le campus, puis de toujours quand même s'activer. Tu l'as dit aussi, tu sais, des fois, un parcours de 3,5, tu pars de plein de belles intentions, mais après 2, ça marche plus. Mais tu sais, quand tu te retrouves à l'autre bout, je veux dire, t'as pas le choix de revenir, là. Mais c'est ça. Quand t'es pas trop loin, justement, tu peux décider après c'est assez, puis je coupe, puis je reviens. Exactement. L'important, c'est de s'activer. Le reste, la progression viendra. Là. Exact. Puis vous irez voir, c'est entre, donc je disais Côte-Sainte-Catherine puis Édouard-Montpetit, mais aussi en longueur, c'est entre Vincent-Dindy puis Darlington. Donc, où est-ce qu'il y a la faculté d'aménagement. Donc, on parle pas de quelque chose de très long non plus. Donc, ensuite, second parcours, peut-être Raph va t'intéresser. Renaud, je pense qu'on t'a perdu. Moi, je m'avais perdu à courir, en fait. En ce moment, je cours pas beaucoup, je dirais. Non, mais quand même, t'as déjà eu des bons moments, là. Des bons moments. 2 pieds, là, exactement. Fait que l'intermédiaire, un 5 km, qui, lui, donc, il n'y a pas trop de dénivelé, mais en même temps, on s'éloigne un petit peu plus du Sepsum.
par contre, on revient. C'est une distance qui est parfaite pour, justement, une heure de dîner ou une pause en 2 cours. Ça nous fait passer, donc on part de Sepsum, on descend Vincent-Nédy, on revient par Côte-Sainte-Catherine et on monte par Côte-des-Neiges. Okay. Fait que dans le fond, on fait un plus grand quadrilatère qui oscille moins. Là, c'est vraiment plus... puis on prend la courbe vers HEC. Donc ça, si on est à l'aise avec la course puis on a le goût de se dégourdir les jambes, ça fait un beau petit parcours intéressant. Ensuite, on a l'expert. Donc là, je m'adresse à tous ceux qui font de la course là, plutôt quotidiennement. C'est un trajet pour les plus aventureux. Donc, on parle d'une longue course qui fait un tour complet de la montagne. Donc, non seulement on passe par Côte-des-Neiges, mais on suit le chemin de la Côte-des-Neiges jusqu'en arrière de la montagne et on remonte par l'avenue des Pins. On fait vraiment le tour. On va passer à côté de, tantôt on en parlait, ou en tout cas, je ne sais pas si on l'a mentionné, mais la statue de Sir Georges-Étienne Cartier, les tam-tams. La course de cross-country le week-end dernier. C'est ça, exactement. On va passer à côté des tam-tams. On va passer à côté, pour ceux qui se déplacent moins souvent au bord de la montagne, il y a l'Université McGill, qui, même si ce n'est pas notre allégeance, a un très beau pavillon, en fait, le stade Percival Molson, où se situe le stade Percival Molson. Et on passe juste à côté de ça, on dirait Poudlard, d'Harry Potter. Fait que, tu sais, quand on arrive à la fin du parcours, qu'on est écœuré, moi, ce serait mon cas. Une petite chanson d'Harry Potter dans une chanson ou quelque chose à voir d'intéressant. Ouais, c'est ça, une team de Quidditch. We never know. Exactement. Donc, ça, c'est l'expert. Et je rappelle à ceux qui nous écoutent, évidemment, vous ne pouvez pas voir les parcours, mais allez voir sur le Facebook du Sepsum. On a l'article complet qui présente les parcours. Oui. Il y a un dernier chemin, un dernier parcours qui propose qui propose une vue à couper de souffle. On parle d'un 3,5 km, donc c'est pas très long, mais c'est assez ardu au niveau de la montée, au niveau du dénivelé. Donc, on parle de se rendre au Belvédère Outremont. Le fameux Belvédère. Exactement. À côté du cimetière, voilà. Oui, c'est ça. Ben là, il faut monter, exactement. Là, de l'autre côté, on fait le tour du cimetière, puis après ça, on monte par Westmount. Ça, c'est non seulement une belle occasion de travailler puissance et endurance, mais ça donne aussi des points de vue vraiment exceptionnels là, pour tous vos amis touristes qui adorent la course, d'ailleurs. Aucun sens. J'ai fait un tournage l'an dernier avec Rebecca Beaumont de l'équipe de cross-country, justement. Et là, on y arrive à ce temps-ci de l'année où le soleil descend un peu plus vite qu'il le faisait quand on était sur des terrasses en juillet. Et donc, si vous êtes capable de synchroniser votre course avec la fin de votre cours d'après-midi et vous terminez avec un coucher de soleil sur ce belvédère, c'est exceptionnel. Ça fait des magnifiques Insta Story. Si vous avez votre téléphone dans la poche, profitez-en pour capturer le moment. Oui, exactement. Et donc ça, c'est celui qui est à couper le souffle. Pour ceux qui se disent, dans le fond, moi, ça sera pas ça, j'ai une alternative à vous proposer. Donc, par exemple, si vous voulez faire un tour du bloc, par tour du bloc, j'entends de Sepsum à Édouard-Montpetit, on va jusqu'à HEC, on revient par Côte-Sainte-Catherine, puis on remonte. Vous pouvez aussi en profiter pour faire une petite boucle. Ça, c'est un 3 km environ. Okay. Faire une petite boucle, 2-3 km. Puis après ça, utiliser la piste intérieure du Sepsum où vous pouvez y intégrer des intervalles pour pratiquer tout ce qui est plus endurance. Là, j'ai pas de plan d'intervalle, mais... oui, c'est ça, tout à fait. Surtout pour ceux, en fait, qui pratiquent des sports à intervalles. Pas intervalles, mais à endurance. Les intervalles permettent de travailler le cardio d'une façon spectaculaire. Absolument. Je sais qu'en rugby, ils en font beaucoup. Je pense que dans beaucoup de sports, en fait, ils en font. Oui, c'est ça, exactement. Donc ça peut être une alternative intéressante. Et comme je disais au départ, au Sepsum, quand on est membre, on a accès aux douches, on a accès aux bains à remous. Il y a des bains de glace aussi, les vestiaires. Fait que si jamais vous voulez profiter encore du beau temps, sortez dehors, faites ces parcours-là, revenez à l'intérieur, puis prenez le temps de vous saucer pour le 5 à 7 du jeudi. C'est vrai, parce que Steve a rarement l'air d'un gars qui revient de courir, toujours bien peigné. Ah non, même s'il revient de courir, il sent bon petit parfum. Non, ni vu ni connu, honnêtement. Oui, c'est ça. Fait que, et d'ailleurs, je réitère, tous les étudiants du campus, étudiants athlètes et étudiants compris, HEC, Poly, vous êtes tous membres automatiques du Sepsum. Donc, ça serait bête. Vous en faites ce que vous voulez, mais de ne pas en profiter. Ah, tout à fait. Et voilà donc des parcours qui s'adaptent un peu à tout le monde. On a parlé des étudiants athlètes, mais également les étudiants en général. Absolument. Tout le monde peut les faire. Oui. Et Laurence, donc des parcours intéressants. Et j'imagine que ça prend peut-être une petite musique dans ses oreilles pendant le concours. Absolument. Le Sepsum a aussi un compte Spotify qui propose plusieurs types de listes de lecture, de playlists, de musique.
pour différents sports. On en a publié quelques-unes récemment. Absolument, sur Instagram. Mais ça va je vais en faire une publication aujourd'hui sur le Facebook pour vous donner le lien. En fait, c'est qu'il y a des playlists pour la récupération. Donc, quand vous revenez de votre course puis vous descendez le belvédère, parce que ça, on ne vous fait plus, pas en courant, vous pouvez utiliser ça, des plus relax. Mais on a aussi on a des playlists de courses qui sont, pour s'activer, de TRX, de yoga, ça s'en vient, de Zumba, si jamais, évidemment, c'est pas pour la course, mais ça reste de la musique quand même entraînante. Ouais. Et toutes ces playlists-là, sachez-le, sont offertes, en fait, sont construites par des usagers du Sepsum. Donc, soit des gens qui viennent ici, des étudiants ou des étudiants athlètes ou des membres du personnel, des employés. J'ai vu une liste de lecture de Dimitri Morin, n'est-ce pas, le carrière de l'équipe de football? Exactement. Lauriane aussi? Lauriane, une employée une de nos collègues, agente marketing. Mais Dimitri Morin qui nous proposait notamment une playlist pour s'entraîner, plus quelque chose, comment je pourrais dire ça, à saveur hip-hop, qui peut certainement scier à quelqu'un qui veut courir. Oui. Mais dans son cas, Lauriane, elle proposait vraiment une playlist plus, faudrait que je trouve mes mots, mais un petit peu upbeat. Là. On est loin de Tupac. Là. On est plus dans le remix techno. On comprend. Voilà deux saveurs complètement différentes et je pense que c'est propre à chacun, vraiment le rythme de votre entraînement. Exactement. Mais avoir Dimitri lancer le ballon samedi dernier, je vous conseillerais d'écouter sa liste de lecture, puisque voilà un gars qui est en pleine forme. Ouais, puis il y a une nouvelle mode aussi, il y en a qui courent et qui s'entraînent en écoutant des podcasts. Je dis ça, je dis rien. Ni vu, ni connu. Mais c'est vrai, moi, dans le temps que j'allais courir, j'avais bien le podcast parce que si mon podcast que j'écoutais durait 30 minutes, quand il était terminé, j'étais comme, cool, déjà 30 minutes versus pour moi, une chanson de 2-3 minutes, on dirait que ça me décourageait. J'étais comme, merde, juste 2 minutes, juste 3 minutes. Ouais. Un podcast, ça se fait bien. Donc. Ouais. Et si la demande est assez forte, là, si les gens nous écrivent, on va faire un épisode spécial de la ligne bleue où on va juste encourager les gens pendant leur course pendant 3,5 km. Hein? Absolument! Puis on pourrait se mettre une belle toune de fond, là, différentes musiques. Bon, je m'emporte. Non, mais ça se fait. Et je vous le promets, là, si la demande est forte, c'est-à-dire si je reçois un courriel, c'est ça. On le fait. Non, mais tu sais qu'est-ce qui pourrait être le fun? Si jamais on reçoit au moins un courriel, un DM, je propose qu'on fasse une playlist sur le Spotify du Sepsum, saveur ligne bleue. Fait que nos prefs pour s'entraîner, parce que on n'a peut-être pas l'air de ça, mais je veux dire, on s'active. Ça m'est déjà arrivé de m'entraîner. Non, mais pour vrai, on s'active. On aurait des suggestions incroyables. Il y a pire. On a tous déjà fait du sport, on va se le dire quand même. Là, hein? Oui, non, absolument. Et on en fait encore. Exactement. Mais c'est juste que des fois, on prend une bière après. C'est ça. Et avant. Non, mais il y aura ça. Peut-être qu'on profiterait ça. Nos voix suaves qui encouragent. Des choses comme ça. Vos demandes spéciales, et on vous donne pas notre adresse courriel comme ça. Trouvez-la. Ça sera un obstacle. Rejoignez-nous. Merci beaucoup, Laurence, pour cette chronique, encore une fois, passionnante. J'ai hâte de te voir aller, mon beau Renaud. Il faut que je m'y remette. Pour vrai, je sais que ça fait bientôt 2 ans qu'on se connaît. Bientôt 2 ans qu'on se connaît. Ça fait 2 ans que je te dis que je vais m'entraîner, que je m'inscris finalement pour rien au cours ici, mais je le fais. Et, déjà, ton intention est là. Tout à fait. Mais avec un parcours pour débutants, peut-être que c'est ça qui te manque. Oui, puis comme en tant que jeune papa, il faut que je montre l'exemple à mon fils. Mm-hmm. Et il faut que je sois là longtemps dans sa vie. Là. Exactement. C'est beau. On finit ça sur une belle note. Sur ce, on se quitte pour une pause. OK, d'accord. À bientôt. À bientôt, papa. En entrevue aujourd'hui pour le 5e épisode de La Ligne bleue, le balado officiel des Carabins de l'Université de Montréal, Gabrielle Champigny, une des co-capitaines de l'équipe de cross-country des Carabins. Gabrielle, bonjour. Bonjour. Gabrielle, donc c'est officiellement lancé que cette saison de cross-country, ça commençait samedi dernier sur le parcours à flanc montagne pour l'invitation des Redmen de l'Université McGill. Donc, j'aimerais ça que tu me parles un peu de cette première épreuve et comment ça s'est passé pour toi et pour l'ensemble de l'équipe. Oui, on a eu une très belle course. Je crois que chacun a réussi à vraiment se dépasser, donner son maximum dans des circonstances qui étaient vraiment difficiles. Mm-hmm. Il faisait très, très chaud en fin de semaine, grosse humidité. Puis le parcours de McGill, c'est pas un parcours facile. Donc, c'est en majorité sur gazon, avec une très longue montée vers les bois. Donc, c'est vraiment pas dans nos boucles les plus faciles de la saison.
Puis c'est la première en plus, donc c'est ça. Mais ça s'est très bien passé. En fait, l'équipe féminine, on a fini 2e. Oui. Derrière McGill. Mm-hmm. Puis pour l'équipe masculine, par contre, c'était une 5e position. Donc, il manquait quelques morceaux à l'équipe. On va voir comment ça va évaluer tout ça. Mais c'est ça, une bonne première compétition très satisfaisante. Mais tu parlais de la chaleur, justement. Là, c'était accablant, le samedi dernier, même juste pour vivre. Les gens qui se promenaient dans la rue avaient chaud, donc on peut seulement imaginer les gens qui courent en montagne comme vous. C'était quoi vos petits trucs là, pour vous maintenir au sommet de votre forme pendant cette journée particulièrement humide? Bien, c'est sûr que c'est vraiment de bien manger, bien s'hydrater avant. Quand on arrive là-bas, on essaie d'écourter un petit peu notre réchauffement pour pas trop s'hypothéquer pour la suite. Mm-hmm. Puis, c'est sûr qu'on est habitué quand même de courir à la chaleur, donc on avait une bonne préparation avant. Je pense que ça n'a pas été un trop gros obstacle pour nous en fin de semaine. Mais j'imagine que de toute façon, si tu as couru moindrement cet été, comme il fait chaud depuis à peu près 8 semaines, il fait 40, là, j'imagine que donc, effectivement, votre corps s'est habitué en cours de route, compte tenu qu'il fait très chaud depuis longtemps. On a été très chaud aussi, là, puis on est plusieurs à faire de l'athlétisme en été. Donc, vraiment, ça a été quand même difficile dans les derniers mois, mais en même temps, ça nous prépare à tout. Et pour ta part, donc, une 25e place au total, une 21e place universitaire. Tu as terminé à un peu moins de 2 minutes de la gagnante, qu'elle était seule sur sa planète. Mais 15 minutes 44, c'est un bon temps. Tu es satisfaite? C'était quoi tes impressions pour ta course, personnellement, samedi dernier? Ça s'est vraiment bien passé. C'était définitivement ma meilleure compétition en cross-country, puis aussi dans ce parcours-là. Je le fais depuis que je suis athlète collégiale, donc depuis 5 ans environ. Puis vraiment, c'est non seulement mon meilleur temps, mais aussi ma meilleure performance en général. On est parti assez conservatrice au premier tour. Notre objectif, c'est de courir un peu en équipe, puis d'ouvrir la machine après ça au deuxième tour pour aller chercher des positions. Puis je pense que ça nous a vraiment aidé mentalement, puis ça nous a juste permis d'être plus performantes, de mieux travailler en équipe. Puis moi, de mon côté, j'ai réussi à aller chercher beaucoup de filles dans le deuxième tour, donc dans les 2 derniers kilomètres. Et je me sentais forte jusqu'à la fin. Ça s'est super bien passé. Et justement, c'est une facette qu'on ne connaît pas, en tout cas du moins le commun des mortels ne connaît pas nécessairement du cross-country, c'est qu'il y a des stratégies derrière ça, des stratégies d'équipe. Oui. Explique-nous un peu comment ça fonctionne vraiment pour les gens qui ne connaissent pas ça. Là. Donc vraiment, pour les néophytes de la discipline, là, comment vous fonctionnez dans vos stratégies d'équipe et comment vous les appliquez. Puis c'est quoi ton rôle là-dedans? Toi, est-ce que tu as un rôle comme co-capitaine ou juste comme tu as un rôle particulier dans l'équipe de devoir tirer des filles ou les encourager ou quoi que ce soit? Comment ça fonctionne, ces fameuses stratégies d'équipe? Oui, c'est ça qui est le fun en même temps avec le cross-country. C'est que oui, c'est un sport individuel, mais il y a une grande partie qui est un travail d'équipe. On s'entraîne toujours en peloton. On se crée des partenaires de course, des partenaires d'entraînement. Donc, puis souvent, ça arrive que justement en compétition, on se dit, OK, pour cette partie-là de la course, on va courir en équipe le plus possible pour tirer des filles un petit peu plus longues, puis en même temps, préserver l'énergie les plus rapides. Donc, c'est un peu ça. Puis à travers la saison aussi, de compétition en compétition, on a un peu de stratégie pour sortir nos meilleures filles au meilleur moment. Puis c'est un peu ça aussi. La saison est très courte. Oui, ça c'est vrai. On a des compétitions comme chaque semaine. Ouais. Donc, ça arrive là, qu'on n'envoie pas toutes les filles aux mêmes compétitions. On s'alterne pour avoir l'opportunité de s'entraîner ici à travers tout ça. On commence par un 4 km toujours en McGill. Après ça, c'est des 6 km, puis on arrive au provincial, puis c'est un 8 km. OK. Donc, c'est ça. Faut
faut bâtir ce momentum-là pour la fin de la saison et arriver en pleine forme pour les championnats provinciaux. Tu parlais justement maintenant, on passe aux 6 km chez les dames. Samedi prochain, à l'Université Laval. En fait, l'Université Laval est l'hôte de cette épreuve-là, mais ça a lieu sur les plaines d'Abraham. C'est un parcours difficile que celui de Québec. À quoi vous vous attendez samedi prochain là, sur les plaines d'Abraham? C'est sûr que ça aussi, c'est un parcours qui est très difficile. Puis là, en plus, il va probablement avoir les athlètes là, les plus performants de chaque équipe. Le niveau est habituellement très relevé à cette compétition-là. Le parcours est très coûteux. Puis, mais c'est possible de bien tirer notre épingle du jeu avec un bon mental, une bonne ambiance d'équipe, puis en profitant des faux plats descendants. Du côté des filles, on va essayer encore une deuxième place, je pense. Oui. Les filles de l'Université Laval devraient sortir leurs athlètes. Donc, peut-être que battre McGill cette fois-ci, ce serait un bon objectif pour nous. Et puis, j'aimerais ça que tu me parles un peu de la préparation pour votre saison, parce que tu l'as dit, là, il y a plusieurs athlètes dans l'équipe qui font de l'athlétisme. Et là, vous passez au cross-country pour l'automne. Qu'est-ce que vous faites pendant l'été? Vous faites un peu des deux? Vous faites juste courir, finalement? Qu'est-ce que vous faites? Pendant l'été, on focus vraiment sur l'athlétisme. Oui. Puis ce qui est particulier, c'est qu'on a toutes des disciplines quand même qui peuvent varier. Là. Il y a des filles qui courent plus du 5000 mètres, d'autres plus du 1500 mètres, 800 mètres. Puis on a même des filles qui font 400, 800 là, l'été, mais qui font du cross-country quand même pendant l'automne. Donc on a tous un petit peu des backgrounds différents quand on arrive aux entraînements de cross. Par contre, on a quand même une bonne transition. C'est sûr qu'on augmente le volume, progressivement, puis après notre repos d'athlétisme. Donc, ça nous permet d'arriver quand même dispo là, pour faire les épreuves d'endurance de la saison de cross. Et toi, Gabrielle Champigny, qu'est-ce que tu en retires de cette saison de cross-country-là? C'est quoi ton trip dans ce sport-là comparativement à l'athlétisme? Mon trip, c'est vraiment de courir dans la forêt, de courir en plein air. Ça amène vraiment une ambiance qui est différente de l'athlétisme. À l'athlétisme, on est très comme collé à notre chronomètre tout le temps. On est très... c'est toujours dans les mêmes circonstances. Mm-hmm. C'est super prévisible. Ce qui peut être une bonne chose. Mais en cross-country, ça nous permet juste d'être dans une ambiance comme plus décontractée, plus de fier à nos feelings, plus qu'à notre monde, puis juste de se démarquer au classement, puis c'est vraiment ça les objectifs, là. Et justement, vous courez beaucoup en montagne, vous vous entraînez beaucoup ici autour du Sepsum, à flanc de montagne, sur le Mont-Royal et tout, dans le coin finalement. Et le parcours samedi dernier était beaucoup autour de la montagne du Mont-Royal, très près d'ici. Dis-moi, qu'est-ce qu'il y a de spécial à courir sur le Mont-Royal et est-ce que tu conseillerais ce genre d'entraînement pour des gens qui sont évidemment adeptes de la course, étudiants à l'Université de Montréal, qui aimeraient aller s'entraîner parfois là où vous courez, par exemple, samedi dernier, là? Ben, c'est sûr que pour nous, Montréal, c'est vraiment un beau terrain de jeu. C'est juste derrière l'université. Puis c'est en plein milieu de la ville ici. C'est ça qui est particulier avec cette montagne-là. Il y a tellement des belles vues. Tu sais, si on fait, par exemple, un long jog, on va jusqu'en haut de la montagne, jusqu'au sommet. C'est super beau. On voit la ville partout. Ouais. Mais en même temps, on se sent quand même dépaysé, on se sent quand même en forêt. Donc, c'est ça qui est vraiment particulier. Nous, nos entraînements, on reste plus dans le bas de la montagne, du côté de la statue. Oui. Donc, plus du côté de McGill. Mm-hmm. Puis, on s'entraîne autant sur le gazon que dans les petits sentiers. Ça permet vraiment d'aller chercher comme toutes sortes de terrains, d'aller chercher de la côte, d'aller chercher des sentiers plus étroits, plus larges. Donc, vraiment, là, il y a de la belle diversité à Montréal. Puis, moi, personnellement, je suis vraiment fière de pouvoir m'entraîner là. Puis,
ça fait du bien juste après le cours de se retrouver dans une ambiance comme ça. Là. Absolument. C'est à conseiller à tous les étudiants et étudiantes de l'Université de Montréal, ces pistes autour. Vraiment. Et puis, ça fait du bien, effectivement, pour relâcher cette tension-là en période d'examen, en période de cours. Pourquoi pas? Exact. Merci beaucoup, Gabrielle. Donc, samedi, deuxième étape de la saison universitaire sur le terrain du Rouge et Or à Québec, sur les plaines d'Abraham. Une saison de 4 étapes du circuit universitaire qui va culminer le 27 octobre avec le championnat provincial du RSEQ, dont les Carabins sont les autres. Hein? Depuis 2 ans, au Parc Maisonneuve, ça va avoir lieu le samedi 27 octobre. Donc, dans un peu plus d'un mois, samedi le 27 octobre, c'est un rendez-vous au Parc Maisonneuve. Si vous voulez voir notre équipe des Carabins à l'œuvre pour cette grande finale provinciale. Gabrielle, merci beaucoup de nous avoir accordé ces quelques minutes et à très bientôt. Ça fait plaisir. Salut. Merci beaucoup, Gabrielle, de nous avoir accordé ces précieuses minutes pour nous parler de la saison de cross-country qui bat son plein actuellement. Et à vous deux, je vous dis également merci. Hein, je pense que c'est la tradition. Je dis beaucoup merci dans cette émission. Namasté. Et namasté, et tous les autres mots qui viennent avec le... Tous les autres mots gentils. Voilà, exactement. Merci. Pour vrai, c'est un épisode très enrichissant. On voit que la saison des Carabins là, bat son plein. Ouais. On est dedans. On approche le mois d'octobre qui, Carabins ou pas, tout sport confondu, est le mois le plus chargé de l'année. Donc, ça approche à grands pas ce mois-là qui va culminer par l'Halloween et notre spécial Halloween. Et nous avec des cernes. Et nous avec des cernes, exactement. Mais ça va être un maquillage, voyons. Correct, c'est bon. Ouais. Ça promet beaucoup. Laurence également, une chronique que j'ai vraiment beaucoup aimée, même si je ne suis pas un fervent de la course. Voilà une solution intéressante parce qu'on parle beaucoup de rassemblement, de mise en forme, d'initiative pour s'entraîner dans notre lieu, s'approprier notre lieu. Exact. Et voilà un bel exemple pour le faire. Absolument. Alors, avez-vous quelque chose à rajouter? Non, mais... Merci. Un grand merci à toi, Renan. Hey, c'est-tu le moment de se dire à la semaine prochaine? Parce que oui, on est rendu là. OK. OK, à la semaine prochaine. Bye. Bye, bye, bye.